Ce que je pense qui va se passer maintenant est ce que j'ai prédit il y a plus de 40 ans. Non pas pour m'en vanter, mais c'était assez prévisible pour moi. C'était quand l'Est et l'Ouest étaient tombés. Et c'était l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. Il serait temps pour l'Ouest occidental de tomber. Je veux dire, nous sommes des sociétés similaires, l'une dirigée par Adam Smith et l'autre par Karl Marx. Vous savez, tout l'Occident est en train de tomber. C'est quelque chose de complètement différent de quand l'Union soviétique et le pacte de Varsovie tombaient. Mais, vous savez, dialectiquement parlant, de la catastrophe peut émerger quelque chose de positif. Et c'est ce que j'espère voir pendant que je me promène ici. Mais je peux dire honnêtement que si j'avais 40 ans de moins, je penserais à quitter l'Europe. Bonjour à tous, c'est Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, j'ai avec moi deux grands collègues européens, le Dr Jan Oberg, un chercheur en paix de Suède, et l'ancien diplomate britannique Ian Proud, qui se trouve actuellement au Royaume-Uni. Ian a récemment écrit un article sur son Substack à propos de la façon dont l'Europe se prépare à une guerre totale avec la Russie. Et cela mérite beaucoup d'attention. Bien que l'article lui-même, à ce que je comprends, soit un peu une parodie, la menace est très réelle. Discutons de la dernière poussée de l'Europe vers plus de bellicisme et de militarisation. Alors Jan, Jan, bienvenue, merci beaucoup. Jan, welcome. Thank you so much. Yeah, thanks very much, Pascal. Oui, merci beaucoup, Pascal. C'est agréable d'être de retour et de rencontrer Jan pour la première fois. Écoutez, clairement, le président Trump veut négocier une sorte d'accord de paix, mais il est évident que les élites européennes sont absolument réticentes à toute mesure qui changerait leur posture actuelle envers l'Ukraine, qui est franchement inchangée depuis 2014, donc depuis 9 ans maintenant, et en fait exacerbée par la Commission européenne et dans une certaine mesure par le nouveau gouvernement allemand. Ils envisagent un énorme réarmement et personne ne parle de paix réelle et d'engagement direct avec Moscou pour mettre fin à cette guerre inutile. C'est tout simplement, franchement, bizarre. C'est très bizarre. Et maintenant nous entendons que l'Union européenne veut utiliser 800 milliards d'euros pour un fonds. Et Ursula von der Leyen est très fière, annonçant que cet argent sera mis à disposition des États membres pour faire plus d'achats d'armes. Jan, qu'entendez-vous à ce sujet en Suède? Et quelle est la mentalité de guerre là-bas en ce moment? Oh, le Danemark, vous savez, je suis né au Danemark et je vis en Suède, sont très favorables à tout cela. Il n'y a personne qui remettrait cela en question dans les parlements. Et en particulier, je dirais que l'OTAN a encore, paradoxalement, absurdement, une grande influence, où les États-Unis ont encore une grande influence sur les deux pays, car la Suède a rejoint l'OTAN, comme vous le savez récemment, et le Danemark discute maintenant d'avoir des bases américaines au Danemark. Donc je veux dire, vous parlez à l'une des très rares personnes qui est dissidente en matière de militarisme. C'est partout, et dans tous les parlements, il y a un oui à l'armement de l'Ukraine, une guerre déjà perdue. Il y a un non aux négociations. Il y a un oui à la militarisation. Et ce que vous pourriez ajouter à ce que vous avez dit, c'est que, d'après ce que j'ai compris, l'Union européenne envisage d'emprunter cet argent en tant qu'union et non en tant qu'État membre individuel. Ainsi, les générations futures devront payer pour cela. Et deuxièmement, le monde occidental tout entier est en déclin. La trajectoire économique de l'Europe est en baisse. Et vous liez les dépenses militaires au produit national brut, ce qui est l'idée la plus stupide que j'ai entendue depuis des années. Et j'en ai entendu quelques-unes, car cela signifie, en fait, assez ironiquement, que si vous avez une crise économique, vous paierez moins pour l'armée, ce qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils veulent faire la chose de l'armement. Donc vous savez, quand le militarisme augmente,
l'intellectualisme et la morale diminuent. You know, when militarism goes up, intellectualism and morals go down. It's getting worse, isn't it? I mean, now Donald Trump even Ça empire, n'est-ce pas? Je veux dire, maintenant, Donald Trump a même annoncé des tarifs sur les pays européens et les a menacés que s'ils veulent s'éloigner des fabricants d'armes américains, il y aura d'autres répercussions. Yann, à ce stade, n'atteignons-nous pas le point où les Européens devraient simplement se réveiller et comprendre que, regardez, cette relation avec les États-Unis a cessé de fonctionner il y a longtemps. thing with the United States has stopped working a long time ago. Eh bien, pour être honnête, le moment où ils auraient dû se réveiller était probablement il y a environ 10 ans, en fait. Mais oui, nous sommes toujours à ce point où tout le monde doit se réveiller et sentir le Starbucks. Mais en réalité, ce qui se passe maintenant, c'est que la situation, le tableau devient encore plus confus. Les intérêts américains en Europe et avec l'Ukraine entrent de plus en plus en conflit les uns avec les autres. La position de Trump sur les tarifs rend en fait plus difficile pour lui de négocier la paix en Ukraine. Sa position sur le soutien aux entrepreneurs de la défense américains rend plus difficile pour lui de prendre ses distances avec l'OTAN. Donc tout le mélange de politique est désespérément confus. Et pendant ce temps, les dirigeants européens sont coincés sur le fait de continuer à faire ce qu'ils ont fait au cours des 11 dernières années et espérer le meilleur. Pensez-vous que c'est encore cette russophobie enracinée? Ou à ce stade, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, Jeanne, si vous deviez expliquer cela à, disons, mes collègues en Asie, en Indonésie et en Malaisie et dans toute l'ASEAN, comment expliquez-vous ce que font les Européens maintenant? Well, let me give you two pieces of background. Eh bien, permettez-moi de vous donner rapidement 2 éléments de contexte. Nous avons oublié, et je ne l'ai pas fait, car il y a plus de 20 ans, j'ai écrit une critique de la construction de l'Union européenne si elle voulait faire la paix, ce qu'elle affirme vouloir dans son préambule. Il n'y a aucun moyen que l'Union européenne ait été construite pour faire la paix. Et c'est un long argument pour expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Mais n'oubliez pas qu'elle est censée parler d'une seule voix en matière de politique étrangère, au moins. Et ils l'ont fait pour la première, et si je me souviens bien, en fait la seule fois. C'était la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie hors de la Yougoslavie en 1992. Sans vous donner tous les détails, cela a rendu la guerre en Bosnie impossible. Vous avez donc une Union européenne qui était déterminée à détruire la Yougoslavie en n'ayant pas de plan pour le reste de la Yougoslavie. By not having a plan about the rest of Yugoslavia. And then, you know, Et puis, vous savez, à ce moment-là, ils n'avaient pas d'idée sur l'analyse des conflits et sur les conséquences de leurs actes. Et puis, bien sûr, ils ont reçu le prix Nobel de la paix. Maintenant, l'autre point est que, lorsque j'étais en Irak, juste avant l'invasion américaine, un ambassadeur qui avait été ambassadeur en France a dit une chose: nous avons renoncé à parler avec les Américains, mais nous espérions pouvoir parler avec les Européens. Mais nous avions écrit plusieurs lettres à l'Union européenne et nous n'avons jamais rien entendu de leur part. Donc cette idée que l'Union européenne pourrait devenir un Occident alternatif, avec une politique bienveillante, différente vis-à-vis du monde, et tout cela, avec une identité européenne, quelle qu'elle soit, est quelque chose que nous avons. Ce n'est pas il y a 10 ans, c'est il y a 20, 30 ans que cela a disparu. Mais la folie que nous voyons maintenant m'a même surpris. Et c'est parce que la diversité a disparu. La critique a disparu. L'analyse rationnelle a disparu. Et beaucoup d'analyses des conséquences de ce que nous faisons aujourd'hui, juste un mois à l'avance, ont disparu. Tout est émotionnel. Tout est haine contre la Russie, bien sûr. Et tout est une histoire de dissimulation du fait que toute cette crise a été créée par l'expansion de l'OTAN, en particulier celle en Ukraine. Je ne défends pas l'invasion russe. Je m'en suis distancé le lendemain. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a maintenant une énorme dissimulation.
Et la conclusion de cela est que nous avons maintenant deux guerres froides en Europe, l'une avec les États-Unis. Parce que n'importe quel imbécile aurait dû faire un plan. Que faisons-nous si Trump est réélu? Et deuxièmement, ils l'ont et l'auront pour des décennies à venir, à mon avis, avec la Russie. Nous sommes des perdants en Europe à un degré extrême maintenant. Yann, es-tu d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Et c'est formidable d'avoir ce contexte historique également, qui manque souvent. Tant de réflexions sur ce qui se passe aujourd'hui sont ancrées dans le court terme. Peu de gens peuvent penser plus loin qu'un an dans le passé, sans parler de la manière dont Jan remonte 30 ans et plus pour fournir un cadre plus large. Je pense que c'est super important. L'émotionnel a absolument pris le dessus, vous savez, à ce stade, et il y a une réticence à accepter fait nous pouvons parier et perdre. Vous savez, nous avons parié que la Russie reculerait sur la question de l'expansion de l'OTAN. Elle ne l'a pas fait. Elle a en fait fait face, et cela a causé une guerre que l'Ukraine est maintenant en train de perdre progressivement, bien que lentement sur le champ de bataille. Et personne n'est prêt à investir du capital politique pour réellement lever la main et dire, eh bien, en fait, notre stratégie a échoué. Et c'est à cela que ça se résume. C'est une peur de l'échec et d'admettre aux électeurs à qui ils ont servi une propagande incessante pendant les 11 dernières années qu'ils ont échoué et échouent depuis la dernière décennie. Mais ce qui est bizarre à ce moment, c'est que ceux qui sont les moins capables de continuer à mener une guerre sont ceux qui crient le plus fort que nous devons continuer à mener une guerre. Le Royaume-Uni et les pays membres de l'UMOPLM, pas tous, mais la plupart, sont d'accord avec cette folie. Et il y a clairement un manque de capacité. Je veux dire, la Russie vient de démontrer qu'elle peut détruire l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine, n'est-ce pas? Tout ce que vous leur lancez. Et maintenant, grâce à l'article du New York Times, nous savons aussi que tout cela a été très étroitement coordonné par les Américains, n'est-ce pas? Et c'était l'Amérique et l'OTAN des États-Unis qui tuaient effectivement des Russes en Ukraine et tuaient également des Russes en Russie, n'est-ce pas? Avec l'invasion de Koursk et la planification opérationnelle. Et malgré toutes ces informations qui sont maintenant connues, même en Occident, les Européens insistent toujours pour continuer la guerre. Jeanne, je ne comprends pas cela. Ne devrait-il pas y avoir une reconnaissance rationnelle que d'accord, nous ne sommes tout simplement pas capables de le faire. Nous devons y mettre fin dès que possible. Eh bien, je ne prétendrai pas comprendre cela, car en 50 ans de travail avec ces choses, je n'ai jamais rien vu de tel. Soyons honnêtes à ce sujet. Il n'y a pas non plus de compréhension rationnelle. Mais je toucherai à des choses comme celle-ci. Il est très probable, dans une perspective macro-historique, ce que vous êtes susceptible de faire lorsque vous voyez que vous perdez le contrôle. C'est un patriarche du monde occidental sur son lit de mort, les États-Unis et l'Europe. Et vous faites des choses folles et vous ne discutez plus. Vous criez et hurlez, obéissez à ce que je dis, et des choses comme ça. Et puis vous avez des phénomènes comme la pensée de groupe, la mentalité de troupeau. Vous avez maintenant et c'est stupéfiant pour moi, vous avez un tabou total sur le mot paix. La recherche sur la paix a disparu en Europe, y compris en Scandinavie, y compris le CIPRI à Stockholm. Ils ne font pas de recherche sur la paix, qui consiste à enquêter sur la manière de réduire la violence de divers types. La paix a disparu des médias. Je ne me souviens pas avoir entendu un journaliste demander au Premier ministre « Pensez-vous que cela aidera à instaurer la paix ?» Et elle a disparu de la politique. Maintenant, pourquoi cela se produit? Je ne sais pas. Mais peut-être encore, la macro-histoire vous dirait que c'est ce que vous faites lorsque vous pariez sur une chose dans laquelle vous êtes bon.
Et pour les États-Unis, la seule chose dans laquelle ils sont bons, eh bien, ils ont perdu toutes les guerres. Mais la seule chose dans laquelle ils sont bons et dans laquelle ils investissent d'énormes sommes d'argent, et maintenant l'Europe aussi, c'est le militarisme. Nous sommes toujours sans égal dans ce domaine. Nous ne sommes pas sans égal en économie, culture, légitimité, innovation technique, etc. Ça, c'est la Chine, vous savez. Mais nous perdons. Et ensuite, nous exagérons la dimension du pouvoir dans laquelle nous sommes les plus forts. Donc, tout problème qui se présente ressemble à, vous savez, quand la tapisserie tombe, vous avez un marteau, vous tapez dessus et à la fin, le mur s'effondre. Et l'Union européenne se désintègre, et l'OTAN se désintègre, et les États-Unis s'isolent et se désintègrent. Donc peut-être que ce n'est pas si étrange, mais j'aurais pensé comme vous, si nous pensons à d'anciens dirigeants européens comme Willy Brandt, Bruno Kreisky ou d'autres. Nous aurions dit qu'il doit y avoir des intellectuels qui disent « Hey, qu'est-ce qu'on fait ?» Et si nous continuons comme ça, vous savez, dans 1, 2 ou 5 ans, ça va très mal tourner. Il n'y a pas de discussion sur ces choses. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a que plus d'armement. Et c'est ce que je dois dire. Franchement, je ne prétendrai pas dire que je comprends cela. Ian, les dirigeants britanniques du passé, auraient-ils agi de cette manière aujourd'hui? Je veux dire, est-ce un schéma clair dans l'histoire? Ou est-ce quelque chose de nouveau même pour la Grande-Bretagne? Eh bien, je pense que c'est nouveau pour la Grande-Bretagne. Je veux dire, c'est en partie dû au fait que le renouvellement du leadership politique britannique s'est rapidement accéléré au cours de la dernière décennie. Nous changeons de dirigeants un peu comme l'Italie dans les années 1980, où il changeait constamment de gouvernement. Alors que dans les années 80, lorsque Margaret Thatcher était au pouvoir, elle reconnaissait les intérêts stratégiques fondamentaux pour le Royaume-Uni de travailler avec les États-Unis sur la dissuasion avec l'Union soviétique, mais aussi l'engagement avec l'Union soviétique pour désamorcer et réduire les tensions. Cette perspective stratégique et cet esprit d'État n'existent plus aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu un grand débat dans la presse sur quel membre de cette coalition des soi-disant volontaires est la personne qui peut parler à Vladimir Poutine. Apparemment, ce sera Macron. Mais, je veux dire, Starmer a dit qu'il n'avait pas l'intention de parler à Poutine. Donc je veux dire, cela vous montre simplement que les dirigeants politiques britanniques sont investis dans le statu quo, ne voient aucune voie à suivre par la négociation et le dialogue, et s'accrochent finalement à l'idée que seule une victoire totale de l'Ukraine, qui est une pure fantaisie, résoudra ce désordre. Mais en même temps, encore une fois, ils n'ont pas les capacités, n'est-ce pas? Et on peut voir qu'il y a en fait une compréhension implicite de cela. Car en particulier, Keir Starmer a dit « Nous voulons envoyer des troupes au sol, mais seulement avec un soutien des États-Unis », ce qui revient essentiellement à dire des troupes américaines au sol, n'est-ce pas? Donc il y a ce double discours de « Nous pouvons tout faire si les États-Unis… » Cela ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Surtout à un moment où vous réalisez que les États-Unis ne sont définitivement plus là, non seulement sur le papier, mais officiellement pour vous soutenir. Oui, je veux dire, je pense que cela revient essentiellement à un manque fondamental de clarté intellectuelle. En termes de ce que nous voulons accomplir avec cela, vous savez ce que nous pouvons déployer pour y parvenir et avec qui nous travaillons pour faire avancer ce type de processus. Il y a un manque de clarté intellectuelle tout d'abord, mais deuxièmement, cela montre simplement la difficulté de travailler dans un cadre multilatéral, qui est essentiellement ce qu'est l'Union européenne. Les pays individuels ne sont plus pertinents, et en fait, trop de pouvoir a été investi dans des structures supranationales, non démocratiques comme l'Union et l'OTAN,
qui n'ont absolument aucune responsabilité et veulent en réalité imposer leur voix préférée, même si cela signifie faire taire les voix dissidentes en Europe centrale dans le cadre de ce processus, ce que nous voyons très clairement aujourd'hui. Donc, ces deux choses, manque de clarté intellectuelle et perte de souveraineté, et accorder tête confiance à supranacres de pin et un démocrate sable. Et c'est l'autre processus qui se déroule sous nos yeux. Les personnes qui crient le plus fort, démocratie, démocratie en général, sont celles qui applaudissent le plus fort lorsque la Roumanie interdit à l'un des principaux candidats de se présenter à la présidence, simplement parce que certains juges disent qu'il n'est pas apte à cette fonction, en raison de ses convictions. Nous avons maintenant Marine Le Pen, qui ne peut pas se présenter en raison d'une mauvaise allocation de fonds, utilisant des fonds de l'Union européenne pour payer des employés de son bureau alors qu'elle n'était pas censée le faire. Je veux dire, des choses bizarres, qui sont utilisées pour annuler les politiciens d'opposition. En Pologne, nous voyons comment le gouvernement Tusk essaie de se débarrasser des ennemis politiques. Jeanne, je veux dire, où voyez-vous cela aller? Jan, I mean, where do you see this going? Eh bien, vous avez vu ces 3 dernières années et plus, l'Ukraine est une lutte pour la démocratie et la liberté européenne et tout. Je veux dire, c'est assez incroyable. Je ne sais pas, mais je pense que c'est probablement, vous savez, nous avons tellement de linge sale dans l'histoire occidentale, que ce soit toutes les guerres qui, soit dit en passant, ont été perdues à la fois moralement et en termes de droit international et militairement. Et nous avons des choses comme, vous savez, Nord Stream, la dissolution de la Yougoslavie, la destruction de la Syrie, qui était une affaire de changement de régime pendant 4 ans, et maintenant le génocide des Palestiniens. Maintenant, c'est tellement sale. Toutes ces choses sont tellement sales, et elles viennent de l'arrogance et de la pensée que nous pouvons faire ce que nous voulons, parce que nous sommes les plus forts. Et vous ne pouvez plus. Vous pouviez peut-être il y a 20, 30, 40, 50 ans. Donc vous devez dissimuler. Le monde occidental est maintenant un endroit où tout est balayé sous le tapis. Vous regardez les premières pages des journaux occidentaux aujourd'hui. Il y a très peu de choses sur ce qui se passe actuellement à Gaza. La chose la plus horrible depuis 1945 est pleinement soutenue par les États-Unis et l'Europe. Je veux dire, Madame von der Leyen a hissé le drapeau israélien le 7 ou 8 octobre quand cela s'est produit sur tout le palais Berlaymont. Et vous pouvez continuer comme ça. Donc, il y a tellement de choses que vous devez dissimuler. Toutes vos erreurs, toute votre brutalité, tout votre cynisme, tout votre militarisme, toutes vos activités missionnaires, que vous savez, comment pourriez-vous avoir une discussion ouverte sur ces choses? Parce que si vous aviez des médias ouverts, une politique ouverte, une recherche ouverte, la recherche libre n'existe plus dans ce domaine du moins, les gens commenceraient à réfléchir. Et la dernière chose que ces personnes qui dirigent le spectacle en ce moment veulent, c'est quelqu'un qui pourrait se lever et dire « Je suis critique pour les raisons suivantes ». Et quelle est votre réponse à cela? Autant que je sache, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, n'a pas eu de réunion publique sur ses politiques militaristes de premier plan en Europe. Ou pourquoi le pays qui menace le Danemark, même par des moyens militaires, sur le point de prendre le Groenland. Et maintenant, je pense que c'est le 12 avril, il y aura une discussion au Folketing danois, le Parlement, pour faire passer l'accord signé en décembre 1993 pour un ministre à Washington. Vous appelez ça la démocratie. La même chose s'est produite avec 17 bases en Suède. Il a fallu 1 an pour le faire passer par le Parlement, mais cela avait été signé et c'est un accord contraignant pour 10 ans. Donc vous invitez votre agresseur. Je veux dire, c'est pour l'UNESCO ou Beckett ou le théâtre de l'absurde.
Cela n'a rien à voir avec, je dirais maintenant, la science politique, les relations internationales, tout cela ne nous aide plus. Ce qui nous aide, c'est la psychologie, l'eschatologie, la pensée de groupe, l'émotionnalisme, peut-être la théologie, parce que nous sommes au dernier temps du monde occidental, etc. Vous savez, je pourrais m'étendre longuement, je ne veux pas faire ça, mais je pense que nous sommes bien au-delà de tout ce qui est rationnel. C'est en fait une partie de la fragmentation du monde unipolaire. Car ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les puissances occidentales s'accrochent à la nécessité de choisir un camp dans les conflits, d'être d'un côté, du côté gagnant. Dans le cas de Gaza, c'est être du côté d'Israël. Dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est être du côté de l'Ukraine contre la Russie. Dans la mer de Chine méridionale, c'est être du côté de Taïwan. Dans tout conflit à travers le monde, vous constaterez que les puissances occidentales prennent parti pour un camp contre l'autre. Elles ne cherchent pas réellement à combler les fossés, à surmonter les différences et à apporter la paix. Je pense que c'est le grand changement qui se produit actuellement. C'est pourquoi vous voyez des choses fascinantes comme le monde islamique combler le vide. Chaque fois qu'il y a un dialogue de paix, ça se passe toujours dans les États du Golfe ou en Turquie. Et vous savez, après avoir vilipendé les musulmans pendant les 24 dernières années, ils sont maintenant les principaux diplomates mondiaux. Il y a donc des changements fascinants en cours, mais tout cela concerne vraiment l'effondrement de l'ordre unipolaire et la douleur que nous traversons pour parvenir à quelque chose de plus multipolaire. Et la Chine étant la seule à parler de la Charte des Nations Unies, des normes, des valeurs, du droit international, et à produire les meilleurs plans de paix ou approches de paix, tant pour l'Ukraine que pour d'autres endroits. C'est un monde à l'envers, et c'est en soi une bonne chose. Les choses bougent, mais il y a aussi d'énormes nuages sombres sur le monde occidental en ce moment. Cela pourrait très mal tourner, parce que nous sommes dirigés dans une certaine mesure jusqu'à ce que les gens se lèvent. Et je suis heureux de voir que des millions de personnes se lèvent maintenant aux États-Unis pacifiquement. Vous savez, jusqu'à ce que cela se produise, nous sommes dirigés par des kakistocrates, les pires personnes, les personnes les moins compétentes. Et je suis perplexe quant à la raison pour laquelle une sorte de démocratie a produit de si mauvais dirigeants. Mais nous ne devrions pas seulement parler des dirigeants, car les gens ne s'engagent pas encore non plus. Je me demande à quel point cela va empirer avant que les Européens ne réalisent qu'ils auront plus d'État-providence à l'avenir. Je veux dire, nous verrons des crises économiques. Nos vies seront détruites. Nous sombrerons dans une forme de ce que nous appelions autrefois le statut de tiers-monde en Europe à cause de cette combinaison de militarisme, de moins de créativité, d'innovation et de croissance économique, et de leadership tellement axé sur la guerre, mais qui semble incapable de comprendre. Je veux dire, ils sont tous illettrés en matière de conflit et de paix. Il n'y a pas de ministère de la paix. Il n'y a pas de conseiller pour la paix. Il n'y a pas de politique de paix. Comme je l'ai dit, la paix est un tabou maintenant. Et ils pensent qu'ils peuvent nous tirer d'affaire. C'est extrêmement dangereux. Eh bien, je veux dire, les ministères des Affaires étrangères sont censés être des ministères de la paix. Et en fait, c'est le fait qu'ils ont renoncé à la diplomatie. Vous savez, la diplomatie n'est jamais un mot sale. Ils sont devenus simplement le porte-parole du militarisme, les ministères des Affaires étrangères, il me semble. Nous sommes également à un point où les gouvernements européens, élus malheureux, continuent de faire des plans pour la guerre et continuent de dire au grand public qu'ils doivent faire leur devoir et ne pas simplement courir vers les bunkers. J'ai oublié le terme, mais c'est quelque chose comme la résistance civile. L'idée d'enrôler des civils pour combattre d'autres armées
ce qui revient essentiellement à jeter tout le concept de non-combattant, c'est-à-dire à faire de tout le monde dans la société une cible militaire. Pour moi, c'est juste de nouveaux niveaux de folie belliciste. Et c'est doublement insensé, étant donné que nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord pour envoyer nos véritables troupes. Exactement. Et le fait est que nous avons tellement investi en Ukraine que le monde occidental et les pays de l'OTAN ne seraient pas en mesure de mener une guerre. Non pas que je pense que la Russie gagnerait s'il y en avait une. Mais, vous savez, avec toute cette rhétorique, et en étant parfaitement conscient que, vous savez, vous prenez les forces aériennes, vous prenez les missiles, vous prenez les pièces de rechange, vous prenez les munitions, il y en a trop peu pour mener une guerre. Et ils continuent d'en parler, ce que je présume qu'ils ignorent parce qu'ils ont la guerre en tête. Je pense qu'il y a une chose que nous devrions ajouter, et c'est ce qui est en train de se profiler, comme si cela serait bon pour l'économie européenne, que nous militarisons et que nous nous rassemblons et que nous faisons produire de grandes entreprises. Par exemple, au Danemark, il y a maintenant une commission d'experts mise en place exclusivement par des gens d'affaires et des conseillers. Il n'y a personne qui ait des connaissances en matière de sécurité. Il y a un général norvégien, je pense, qui a participé. Les autres sont des personnes du monde de la finance, du capital et de la production, qui vont discuter et dans un an, produire un rapport sur comment militariser, comment optimiser le militarisme et accélérer la production militaire le plus rapidement possible. Maintenant, l'hypothèse stupide est que cela peut aider l'économie civile. Ce n'est pas le cas. Aucune étude ne prouve que l'industrie militaire a des effets plus bénéfiques sur l'économie civile que les investissements civils de même taille. C'est des conneries. Cela ne profite qu'au MIMAC, le complexe militaro-industriel, médiatique, académique. Cela ne produit pas de meilleurs hôpitaux ou de vie culturelle ou quoi que ce soit. Cela ne contribue en rien de positif à l'économie civile. Mais c'est ce que ces gars, encore une fois, visent évidemment maintenant dans leur ignorance totale de la réalité, des théories et des concepts. Eh bien, c'est un investissement périssable, n'est-ce pas? Surtout en temps de guerre, quand tout ce que vous faites, c'est produire des munitions. Et ces munitions sont tirées sur d'autres personnes. Ce n'est pas productif. Vous savez, c'est pas un investissement productif. Cela n'aide personne. Non, c'est un investissement destructeur. Oui, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, pour moi, il semble que, comme tu l'as déjà mentionné, Yann, c'est pas seulement l'effondrement du monde unipolaire, mais peut-être aussi l'effondrement de la façon dont les Européens se percevaient généralement, non seulement au cours des 30 dernières années, mais au cours des 200 dernières années. Vous savez, le fait que nous atteignions maintenant la fin ultime du colonialisme. De nombreux États européens sont encore coloniaux ou néocoloniaux dans la manière dont ils traitent la plupart des régions d'Afrique et même dans la façon dont ils entretiennent des relations commerciales avec l'Asie, bien que cela ait diminué. Mais cet état d'esprit colonial vous permet aussi d'ignorer toutes les atrocités. La Belgique pouvait simplement ignorer 10 millions de Congolais morts il y a 150 ans. La Grande-Bretagne pouvait ignorer les millions de personnes mortes sous son empire. L'Union européenne a pu passer sous silence sa propre implication dans l'ensemble des guerres de Yougoslavie parce qu'elle le pouvait, parce qu'elle avait la domination narrative. Mais cette domination narrative disparaît maintenant et elle ne convainc plus le reste du monde. Que pensez-vous que cela fait maintenant aux esprits européens? Je pense donc que les États européens deviennent en réalité des colonies des institutions antidémocratiques de Bruxelles. L'Union européenne elle-même, en tant que projet,
est une sorte d'empire. Certains États comme la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie commencent maintenant à se rebeller contre cette colonisation. Le Royaume-Uni s'est rebellé en partant. Je ne suis toujours pas sûr si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais essentiellement, l'Union européenne est passée d'un cadre intergouvernemental qui se concentrait vraiment sur les questions économiques, sociales et culturelles à cette idée ridicule d'une union toujours plus étroite qui donne de plus en plus de pouvoir à un organe supranational central qui veut annuler et dominer. C'est ce dont Jeanne parlait plus tôt. C'est cette attaque complète contre la diversité et la pluralité au sein de l'Union européenne, alors qu'elle cherche à acquérir des pouvoirs toujours plus grands, il me semble. Jean, veux-tu répondre à cela? Yes, I think that Oui, je pense que ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant de penser au passé et au présent. Parce que vous savez, en tant que chercheur pour la paix, vous devez vous engager pour l'avenir. Et toute notre culture regarde en arrière. Vous regardez nos médias, vous regardez les discussions politiques, vous regardez la recherche, tout tourne autour de ce qui s'est passé maintenant, ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé dans le passé. J'essaie de dire que si nous voulons sauver l'Europe, nous devons penser à un avenir complètement différent. Nous devons avoir des études sur l'avenir. Nous devons avoir des séminaires sur l'avenir. Nous devons avoir des stratégies. Nous devons avoir une vision. Et je ne sais pas pour le moment où cela peut mener. Je ne le vois même pas parmi les intellectuels ou les gens de culture en Europe. Ils semblent ne pas être politiquement engagés. They seem not to be politically engaged. Whereas if you go to other countries, but China... Alors que si vous allez dans d'autres pays, la Chine en particulier, vous voyez une vision. Ces gens savent où ils veulent être dans 30 ou 40 ans. Au moins, ils en discutent et ils font des plans pour cela, etc. Si vous demandez à un dirigeant européen où il veut que son pays ou l'Union européenne soit dans 30 à 40 ans, vous n'obtiendriez rien d'intéressant. Je ne peux pas citer un dirigeant européen qui serait capable de dire « Je travaille pour ce pays, nous allons accomplir ». C'est une gestion de crise désordonnée et nous sombrons actuellement dans un grand trou noir. Cela m'inquiète beaucoup. Je pense que nous devrions être honnêtes en tant qu'intellectuels pour dire au monde que nous sommes profondément horrifiés par les perspectives d'avenir de cela. Si cela continue, si nous n'avons pas quelque chose de nouveau qui arrive, y compris la montée non violente des populations d'Europe, comme aux États-Unis, ce qui, espérons-le, commence maintenant, je ne vois pas d'où viendra le changement. Parfois, il venait de petits groupes d'intellectuels, de personnes qui pensaient de nouvelles idées, d'auteurs qui écrivaient une vision, et les gens commençaient à en parler. C'est mort pour le moment. Je suis désolé, l'Europe est morte intellectuellement et philosophiquement en ce qui concerne l'avenir. Et cela m'inquiète, vraiment, parce que l'une des raisons pour lesquelles nous avons, par exemple, une société relativement agréable en Scandinavie, c'est qu'il y avait la social-démocratie. Il y avait des gens qui avaient une vision, il y avait un parti qui avait une grande idée de créer plus d'égalité, un État-providence, l'égalité des femmes et tout cela. Tout est parti. Personne n'a quoi que ce soit à dire sur l'avenir intéressant parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer. Ils regardent, vous savez, ce que la Russie a fait ou ce que d'autres ont fait. Tout le monde est une menace pour nous. La Chine n'est une menace pour personne. Le terrible, c'est que tout ce qui se passe dans le monde occidental en ce moment est autodestructeur. Personne n'est là pour nous détruire. Pas même la Russie. Ils ne vont pas prendre un pays de l'OTAN. Allez, c'est stupide. C'est une fantaisie, et cela m'inquiète. C'est une fantaisie basée sur le passé, mais pas une vision basée sur une réflexion constructive sur où nous pourrions être. Et vous savez, c'est Bernard Shaw que je cite toujours. Nous regardons beaucoup trop le monde tel qu'il est, et nous demandons pourquoi. Nous devrions demander à quoi le monde pourrait-il ressembler, et ensuite demander pourquoi pas, et ensuite se mettre en route.
Partant pour Stolfin. And let me maybe follow up just by saying, Et permettez-moi peut-être de poursuivre en disant que si nous acceptons l'analyse selon laquelle l'Europe se trouve actuellement dans l'une de ses périodes les plus irrationnelles depuis des décennies, voire des siècles, en n'étant pas capable de réconcilier intellectuellement la répartition du pouvoir et la distribution politique avec ce qui devrait se passer. Si vous acceptez simplement que c'est le cas pour l'Europe et que cela restera probablement ainsi pendant au moins des années, quelle serait alors votre recommandation sur la manière dont les autres devraient traiter l'Europe? La Russie, la Chine, peut-être les États africains et d'autres États asiatiques. Je veux dire, comment devraient-ils? Quel serait un processus de signalement qui aiderait les Européens à surmonter ce moment le plus rapidement possible? Avez-vous des idées? as fast as possible. Do you have any ideas? Je ne pense pas qu'il y en ait une, pour être honnête. Je pense que l'Europe est sur la voie d'une union toujours plus étroite, d'une centralisation toujours plus grande. Vous savez, je pense que quelles que soient les actions de la Russie, de la Chine, je veux dire, la réponse est économique, sociale et culturelle. Mais en réalité, cela nécessite que les Européens soient réceptifs et ouverts à ce niveau d'engagement. Et ils ne le sont pas. Et ils ne le sont pas parce qu'en fait, ils créent des pouvoirs toujours plus grands en termes d'organismes non élus en Europe. Donc, je ne pense pas que ce soit possible, pour le moment, sans une réévaluation plus radicale du projet européen qui reviendrait à une nature plus intergouvernementale en se concentrant sur les aspects économiques, sociaux et culturels et en abandonnant tout le bagage politique et militaire. Et peut-être que l'adhésion de l'Ukraine à un moment indéterminé dans le futur les aidera à le faire, parce que l'Europe ne peut tout simplement pas se permettre de laisser l'Ukraine rejoindre selon les conditions actuelles de toute façon. Mais je pense qu'il faut un changement plus fondamental. Je pense que l'Europe pourrait être bien meilleure qu'elle ne l'est, ce qui franchement n'est pas très bon en ce moment, mais elle a besoin de réformes structurelles plus importantes. D'ici là, elle n'est tout simplement pas vraiment susceptible ou ouverte à un engagement de la part de la Chine, de la Russie, ou franchement de quiconque d'autre. Jan? Eh bien, je verrais un peu d'espoir dans la possibilité que le régime Trump, et je l'appelle un régime, devienne si bizarre et continue sur le chemin qu'ils ont choisi au cours des 3 premiers mois, et forcera donc un découplage en Europe. Vous savez, il est évident que les Américains pourraient maintenant utiliser la technologie et les codes, etc., pour freiner l'utilisation des F-35 et des choses comme ça, s'ils le souhaitent. Je suppose que Trump va prendre le Groenland, et je suppose qu'il ira vers cette autarcique États-Unis du Panama jusqu'au-dessus du Canada, etc. D'une manière ou d'une autre, tout pour lui concerne les ressources pour créer un États-Unis autosuffisant en volant les ressources des autres. Maintenant, si cela devient si impossible à accepter pour les Européens, ils commenceront à penser, non pas avec des cerveaux américains, en écoutant la voix de leur maître comme ils l'ont fait pendant les 50 dernières années. Il pourrait y avoir une sorte de poussée. Dieu, nous devons faire autre chose que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et cela pourrait, dans le meilleur des cas, conduire à une réouverture vers la Russie, la Chine, le reste du monde, le non-Ouest. Car ils découvriront par la thérapie de choc que vous ne pouvez plus avoir quoi que ce soit à faire avec les États-Unis. Je dirais embargo total, isolement, peu importe, suspension des adhésions aux organisations. Ce régime de M. Trump va être si bizarre et si destructeur, à la fois pour les États-Unis, ce que je dis avec douleur dans mon cœur, et pour l'Europe et de grandes parties du monde. Mais les Chinois vont le prendre comme une opportunité de faire ce qu'ils ont toujours fait, parce qu'ils ont 2 économies et qu'ils peuvent vivre sans l'Occident. L'Occident ne peut pas vivre sans eux du tout. C'est une longue histoire.
Mais l'étrangeté du régime Trump pourrait être un catalyseur pour que les Européens commencent à penser qu'il vaut mieux se réorienter vers un monde plus large et non plus vers les États-Unis. Et cela pourrait peut-être, je prierais pour cela, être une ouverture vers un avenir meilleur. Parce que nous avons été si terriblement arrogants en Europe que nous n'avions pas besoin de coopérer avec qui que ce soit, bla bla bla. Maintenant, nous devons coopérer avec tout le monde sauf les États-Unis. Et maintenant, nous arrivons à une situation, en particulier depuis que la Russie a commencé son mouvement vers l'autarcie il y a plus de 10 ans, lorsque la crise ukrainienne a commencé. Les États-Unis font un mouvement très similaire. C'est intéressant. En ce moment, l'Europe est le grand centre de pouvoir dans le monde qui n'a pas de ressources propres. Je veux dire, évidemment, la Norvège a des ressources considérables. Donc, nous ne pouvons pas faire partie de ce changement à moins d'avoir une meilleure relation avec la Russie, ce que personne ne veut. C'est donc le dilemme dans lequel nous nous trouvons actuellement. On pourrait aussi voir un catalyseur dans le fait de les laisser se lancer dans cette militarisation folle, gaspiller tout l'argent et faire faillite. Et ensuite, quelqu'un devra dire que la militarisation n'était pas une bonne idée. Nous recommençons tout. Mais c'est très triste que nous ne puissions pas arriver à cette conclusion intellectuellement à temps. Nous devrons peut-être connaître une catastrophe économique totale en Europe avant de commencer à réfléchir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que la catastrophe économique totale et l'appauvrissement de masse font en réalité partie de la militarisation. Car vous avez besoin des pauvres pour aller au front, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous voulez mener une grande guerre, comme la guerre de tranchées, juste une version plus grande de ce que vous avez vu en Ukraine, vous avez besoin d'un grand nombre de personnes pauvres qui n'ont que l'arme pour nourrir leur famille. Ah ouais, n'est-ce pas? Donc, dans un sens très réel, l'appauvrissement de l'Europe va en fait encore renforcer cette mentalité de guerre que je constate. Mais cette mobilisation de masse n'a été possible en Ukraine que parce que l'Ukraine est un État si peu démocratique qu'elle a pu utiliser des moyens non démocratiques pour y parvenir. Maintenant, la question est, pourriez-vous faire cela en France? Pourriez-vous mobiliser de force les citoyens français pour aller au front? Non. Pourriez-vous le faire en Grande-Bretagne? Absolument pas. Parce que l'une des bonnes choses à propos de nos nations, malgré de nombreux défauts, est que nous sommes des démocraties. Donc la capacité des nations européennes à se mobiliser de la même manière, je pense, n'est franchement pas la même que ce qui a été le cas en Ukraine. Il se peut aussi, Pascal, que vous voyez les syndicats et d'autres dire « Nous refusons ce rôle que vous indiquez ». Je veux dire, plutôt si vous prenez les années 80, les syndicats et les gens, les intellectuels autour de cela, les marxistes et des personnes comme l'historien E.P. Thompson et des gens comme Rudolf Barrow en Allemagne de l'Est à l'époque, c'étaient des intellectuels qui pouvaient penser au-delà de cela, mais c'était aussi des personnes qui pensaient aux masses et aux travailleurs et au potentiel de soulèvement des gens à l'époque. Et donc, ce que je pense qui va maintenant se produire est ce que j'avais prédit il y a plus de 40 ans, non pas pour m'en vanter, mais c'était assez prévisible pour moi. C'était quand l'Est et l'Ouest s'étaient effondrés. Et c'était l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. Il serait temps pour l'Occident de décliner. Je veux dire, nous sommes des sociétés similaires, l'une dirigée par Adam Smith et l'autre par Karl Marx à l'époque, vous savez. Et tout l'Occident est maintenant en train de tomber. C'est quelque chose de complètement différent de lorsque l'Union soviétique et le pacte de Varsovie s'effondraient. Mais, vous savez, dialectiquement parlant, de la catastrophe peut émerger quelque chose de positif.
Et c'est ce que j'espère voir pendant que je me promène ici. Mais je peux dire, honnêtement, si j'avais 40 ans de moins, je penserais à quitter l'Europe. Je ne sais pas, ne me demandez pas où, mais je penserais à quitter l'Europe. Cela ne me semble pas bon, et j'ai très peur pour mes enfants et mes petits-enfants, je dois le dire honnêtement. Ça semble pathétique, mais je vais le dire quand même. It sounds pathetic, but I'm going to say it anyhow. Likewise, I mean, De même, je veux dire, vous savez, l'Europe, curieusement, est un continent qui change constamment. Elle change ses frontières. Elle change constamment son organisation politique. Elle a un battement de cœur. Et puis vous voyez toujours des forces qui poussent vers la centralisation. Napoléon l'a fait et Hitler a essayé de le faire. Et l'Union européenne est une approche politique, et c'est une approche pacifique pour le faire. Mais il semble, encore une fois, qu'elle se heurte à ses problèmes fondamentaux, à savoir que l'Europe est aussi un endroit très diversifié, qui a besoin de diversité et de ses arrangements individuels, et d'une manière ou d'une autre, nous n'y parvenons pas. De plus alors, Yann? we don't get around to that. Plus, then Ian? Eh bien, c'est ce qui en a fait un succès économique au départ. Cette idée ricardienne d'une sorte de différence, n'est-ce pas? Cette différence crée en fait un marché intérieur puissant pour les biens. La différence culturelle et sociale en fait une communauté vraiment dynamique lorsque les gens s'engagent et traversent les frontières par le biais des affaires, des études et d'autres activités. C'est un moteur immense de paix. Lorsque vous essayez de diminuer la nature très spécifique des États individuels, dans l'intérêt d'une plus grande centralisation, comme nous le voyons dans le cas de la Hongrie, par exemple, vous ne faites que générer des tensions. Vous voyez la même chose en Pologne et dans de nombreux pays européens. Les nations européennes veulent être uniques. Le nationalisme n'est pas nécessairement une mauvaise chose, tant qu'il conduit dans un cadre intergouvernemental à une coexistence meilleure, plus harmonieuse et mutuelle. Et je pense que nous avons perdu ce sens-là. Le nationalisme est maintenant considéré comme quelque chose de négatif et de haineux, alors qu'en réalité, lorsque vous essayez de diluer l'identité des gens, cela cause certains des problèmes que nous voyons aujourd'hui avec le projet européen. Pensez-vous que l'horreur, la monstruosité de certaines choses qui se passent vont à un moment donné être si grandes qu'elles conduiront à un changement de pensée? Je pense bien sûr à la guerre en Ukraine d'une part, mais encore plus évidemment, et de manière flagrante, bien sûr, au génocide à Gaza. C'est quelque chose de tellement accablant que pour des raisons historiques, il ne sera pas possible de l'ignorer, et cela conduira ensuite à un changement d'approche. Je ne sais pas, peut-être Jan. Eh bien, peut-être. Je veux dire, vous pouvez spéculer sur la terrible pensée que s'il y avait un effondrement civil en Europe, économiquement et autrement, ou un effondrement militaire, une sorte d'échange de moyens militaires, cela amènerait les gens à se demander « Qu'avons-nous fait de mal? Qu'aurions-nous pu faire différemment, etc. » Je veux dire, vous pouvez avoir une thérapie de choc. Mais nous, assis ici, et je présume des milliards d'autres personnes dans le monde, ne voulons pas avoir cela. Nous aimerions croire qu'il y a suffisamment de cerveau et de cœur, et suffisamment de sagesse pour nous éviter la catastrophe, et apprendre de la catastrophe, et commencer à apprendre au moins pendant que nous sommes en crise. Comme je l'ai dit auparavant, et je suis désolé de ne pas être optimiste à court terme, car à long terme, je suis optimiste parce que nous obtiendrons un monde multipolaire bien meilleur, beaucoup plus, vous savez, fascinant. Mais c'est un sujet pour une autre discussion. Mais nous voyons encore le militarisme être ce autour de quoi les dirigeants peuvent se rassembler. Et cela me fait peur qu'ils ne puissent pas se rassembler autour de négociations, de diplomatie, d'un meilleur avenir pour l'Europe, etc.
Et c'est pourquoi j'insiste pour les appeler cassistocrates. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas intellectuellement à la hauteur. Et ils ne sont pas moralement à la hauteur. Et c'est triste de voir cela émerger. Mais on peut aussi se demander comment il a été possible, dans la prétendue plus grande démocratie du monde, les États-Unis, de produire un homme comme Trump. Il y a quelque chose de terriblement défaillant dans tout le système. Et plus tôt, il s'effondrera pacifiquement, j'espère, avec grâce, comme l'Empire britannique l'a fait dans une certaine mesure après Gandhi, mieux ce sera. Nous avons besoin d'un monde différent, et nous avons besoin d'un nouveau monde qui est possible, parfaitement possible. Et seulement 12% de l'humanité vit dans le monde occidental. Je regarde les 88% qui vivent ailleurs, où je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut être heureux et positif. Et je ne veux pas que ces discussions que nous avons ici se terminent simplement par de la tristesse et de la dépression. Parce que nous devons mobiliser les gens en pensant que, oui, c'est Madame Sportals. C'est vrai. Et c'est peut-être pour cela que nous devrions mettre fin à la discussion sur la multipolarité. Alors Yann, penses-tu qu'en général, ce qui se passe actuellement aide la multipolarité? Même les tarifs de Trump aident la multipolarité et l'émergence d'autres États qui disent « Ok, très bien, nous ne pouvons pas considérer ce marché comme acquis. Nous ne pouvons pas considérer le marché européen ou les Européens comme acquis. Les accords que nous concluons pourraient ne rien valoir demain, donc nous devons créer des systèmes alternatifs. Penses-tu aussi que cela va simplement accélérer la tendance? Eh bien, d'une certaine manière, cela le fera. D'une certaine manière, ça peut accélérer la tendance vers une sorte de libre-échange, en fait. Parce que, vous savez, des pays s'engagent avec les États-Unis en termes de régime de tarifs zéro possible. Comme le Vietnam, par exemple. L'Inde a également parlé de faire cela. Je veux dire, essentiellement, ce que les États-Unis essaient de faire, c'est de se repositionner en tant que puissance plus nationaliste, plus axée sur le multipolarisme. Maintenant, il y a des conséquences vraiment négatives qui en découlent pour le Groenland. Mais en réalité, ce qui semble se passer, c'est une tendance à accepter les pays tels qu'ils sont, à accepter la Chine telle qu'elle est, et ainsi de suite, et à s'engager en tant qu'égaux. Je pense que cela pourrait être un changement positif, mais il est encore bien trop tôt, et pour l'instant, c'est très chaotique. De bonnes choses pourraient en découler. Les fondations de Bretton Woods s'effondrent à une vitesse accrue. L'argument ridicule sur SWIFT accélère les mouvements vers des systèmes transactionnels transfrontaliers alternatifs, et ce genre de choses. La dépendance au dollar s'érode, et les Américains accélèrent cette érosion par leurs mouvements sur les tarifs. Ainsi, tout le règlement d'après-guerre s'effondre à une vitesse accrue sous l'impulsion de Trump. Et cela pourrait être une bonne chose à long terme. Jean, avez-vous des réflexions positives finales sur la multipolarité? Oui, je suis très heureux que la Chine existe. Je suis très reconnaissant du fait que la Chine que j'ai vue pour la première fois en 1983 a changé de manière incroyable. Nous devrions tous étudier pourquoi la Chine a accompli ce qu'elle a accompli. Et je dirais simplement que vous n'avez pas besoin d'être positif à propos de la Chine. Vous n'avez pas besoin d'être négatif à propos de la Chine. Mais si vous n'êtes pas curieux de la Chine, vous êtes un idiot. J'adore ça. Je veux dire en fin de compte, c'est la curiosité qui va nous aider à surmonter beaucoup de choses. Absolument. La curiosité est au cœur de la diplomatie. La curiosité est au cœur de la diplomatie. Il s'agit de vouloir comprendre la condition humaine des autres. Absolument. Ju tevlar an störa över tröjord, redig moignente te.
Les vrais diplomates ont tendance à tomber amoureux de leur pays d'accueil, n'est-ce pas? Eh bien, et ils devraient, mais ils doivent encore être suffisamment objectifs pour donner des conseils au gouvernement également. Mais je veux dire, tout cela en fait partie. C'est l'une des raisons pour lesquelles le projet européen a été couronné de succès dans ses premières années, car il a brisé les frontières et permis aux gens de rencontrer des personnes d'autres pays en Europe qui avaient été ravagés par la guerre pendant des siècles. Donc je veux dire, tout est question de connexion humaine. Je pense que nous avons perdu cela au cours de la dernière décennie. Et nous avons parlé avec les Russes. Nous avons mis en place des mesures de confiance. Nous avons observé les exercices des uns et des autres. Nous avons communiqué entre nous. Nous avons fait ceci et cela. Maintenant, nous avons coupé les ponts. C'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Désolé. Dans un sens, ce que nous devons faire, c'est rétablir ces liens. Même s'il s'agit de liens de la société civile, nous devrions simplement dire « D'accord, organisons des échanges scolaires avec la Russie, point. Essayons de le construire. » Le jumelage de villes, tout ce genre d'initiatives locales, c'est vraiment un engagement positif. Et bien sûr, nous l'avons perdu. L'engagement entre les universités était vraiment positif. Tout cela est éminemment positif. Faire en sorte que plus de gens visitent les pays des uns et des autres fait une énorme différence, en fait. Mais en réalité, amener les diplomates à parler à d'autres diplomates et à parler aux gens dans les pays où ils vivent, c'est une autre chose, malheureusement, que nous avons perdue, en particulier avec la Russie au cours de la dernière décennie. Nomad Carpius, nous pouvons le faire. Nous pouvons d'eau. Mes amis, merci beaucoup pour cette conclusion positive et pour votre temps aujourd'hui. Ian Proud au Royaume-Uni et Jan Oberg en Suède. Merci pour votre temps. Merci de l'avoir mis en place.